Salut les judokas, ici Pascaline. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur l'expo que j'ai visitée il y a quelques jours au musée du Quai Branly à Paris et qui s'appelle L'ultime combat arts martiaux d'Asie. Alors bien sûr, le but de cette vidéo n'est absolument pas de vous faire un résumé fidèle de l'exposition, c'est plutôt de vous donner vraiment envie d'y aller par des petites bribes qui ont attiré mon attention. 2, pour ceux qui l'ont déjà vu, de peut-être vous faire un bon souvenir. Et puis 3, de aussi peut-être vous donner l'envie, comme moi en tout cas ça l'a fait pour moi quand j'ai visité l'expo, d'aller creuser certains sujets que l'expo aborde sur cette histoire des arts martiaux. En tout cas, je suis ressortie de l'exposition après une demi-journée vraiment passionnante. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin sur certains sujets, vous allez le voir, je vais vous en parler et j'espère que ce sera un plaisir partagé avec vous. Juste avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui est juste en dessous. Ça vous permettra de découvrir les futures vidéos, mais aussi et surtout, ça me soutiendra et m'aidera à développer cette chaîne qui est consacrée au judo et à tout ce qui tourne autour du judo. Et nous voilà partis dans cette exposition, l'ultime combat arts martiaux d'Asie. Avant toute chose, sachez que c'est une exposition qui a été marrainée par Clarisse Afghaninou et on verra à quel moment, dans quelle salle elle apparaît dans l'exposition. Pour commencer cette exposition, j'aimerais vous lire le tout premier texte qui nous accueille dans l'exposition. C'est le seul texte que je vous lirai durant toute cette vidéo, mais il m'a beaucoup touchée et j'aimerais vraiment le partager avec vous. L'esprit et la force, les disciplines martiales d'Asie unissent force physique et mentale. Elles puisent dans les techniques militaires et s'intègrent dans des systèmes de représentation du corps et du monde. Petite parenthèse de ma part, découvrez les vidéos de Sandy Hinzelin qui parlent justement de cette représentation du monde. C'est absolument passionnant. En perdant leur fonction guerrière, elles ont, donc les disciplines martiales d'Asie, elles ont théorisé leurs pratiques et développé leur discours pour devenir des méthodes de développement de la personne. Ce que je trouve très très vrai, en tout cas moi, dans ma façon de vivre le judo. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le cinéma contribue à la mondialisation des arts martiaux asiatiques. Et vous verrez que l'exposition prête attention pour toute une partie de ces salles au cinéma. Les écoles martiales se forment dans des contextes philosophiques et religieux qu'elles ont adoptés à leur pratique sans contradiction et parfois a posteriori. Donc, nouvelle parenthèse, toujours sur les vidéos de Sandy Hinzelin, contexte philosophique et religieux, elle vous explique, je vous mets le lien dans la description, elle vous explique pourquoi en Asie, philosophie et religion, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, je passe un petit bout du texte pour arriver directement à la fin. L'image martiale doit se voir comme une métaphore de la connaissance et de la libération individuelle. L'ultime combat est intérieur et accessible à chacun, ce qui est une citation que personnellement je souhaite garder chez moi. L'ultime combat est intérieur et accessible à chacun. J'aime beaucoup cette phrase. Alors après cette brève introduction, commençons par un petit tour d'horizon. C'est comme ça que l'exposition le propose aussi. Est-ce que vous sauriez attribuer à chaque pays son art martial? Donc dans les pays, on a le Japon, la Corée, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, donc c'est tout ce qui est Laos, Thaïlande, Cambodge, Myanmar, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie. Alors pour chaque pays, est-ce que vous sauriez dire, par exemple, dans quel pays s'est développé le Tai Chi ou le Wushu ou encore le Kalaripayattu? On a le Taekyon ou le Taekwondo. Peut-être que le Taekwondo, vous savez dans quel pays. Arnis, le Pencaxilat, le Viet Vo Dao. Je ne vais pas faire comme dans le musée le détail de tout ça, mais j'aimerais relever quelques éléments qui m'ont vraiment interpellée. Bien sûr, les budo viennent du Japon et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais saviez-vous que le Wushu, en fait, ça vient de Chine et c'est le nom en fait que nous, on connaît sous Kung Fu, qui a été répandu grâce au cinéma sous le nom de Kung Fu. Et ça, ce sont vraiment des styles très athlétiques, dits externes, ce qui est différent des arts martiaux internes comme le Tai Chi, qui vient aussi de Chine, où là, le Tai Chi, c'est un art martial interne, ça veut dire que ça se fonde vraiment sur la force intérieure pour procurer l'élasticité du corps, et les arts martiaux externes, comme le Kung Fu, est beaucoup plus basé sur oui, c'est ça, tout ce qui est style athlétique, gymnastique, etc. Alors pour l'Inde, c'est le Kalaripayattu. Cet art martial, c'est beaucoup d'enchaînements. J'ai été marquée par le fait qu'en fait, tous les enchaînements sont inspirés des animaux, des mouvements des animaux, et se combinent à des exercices respiratoires autant qu'à la connaissance des points vitaux de la médecine antique. Et ça, la notion d'observer les animaux pour créer ces mouvements, et même plus généralement la nature, ainsi que la notion de santé, c'est deux choses que le musée va d'ailleurs pas mal détailler et explorer, et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard.
Il faut savoir aussi que, a priori, c'est un moine qui venait de cette région, donc la région du Kerala en Inde, qui a créé cet art martial, Kalaripayattu, mais aussi les arts martiaux chinois de Shaolin. Alors, au fil du temps et encore aujourd'hui, il y a énormément d'écoles qui se réclament du temple de Shaolin, même si on ne sait pas exactement si c'est toujours le cas. On continue notre petit voyage en Asie avec la Corée. Alors, la Corée, il est très possible que vous ayez deviné, c'est le Taekwon qui a donné ensuite le taekwondo. Alors en fait, le taekwondo, il a été officiellement fédéré seulement en 1950, donc c'est assez récent. Moi-même, j'étais surprise, je pensais que c'était plus ancien. Bien sûr, il ne vient pas de nulle part, il vient donc de ce taekwondo. Et puis, un petit mot aussi sur le taekwondo, c'est devenu une discipline aux Jeux Olympiques en 2000 à Sydney. Taekwondo, littéralement, ça veut dire la voie du pied et de la main, et que le but, c'est de viser les points faibles de l'adversaire, principalement avec le talon. On continue notre petit tour avec l'Indonésie et la Malaisie, où là, on retrouve le pencak silat. C'est un art martial qui est plutôt dans l'esprit d'autodéfense, qui se pratique uniquement à main nue ou avec un poignard dont la lame est ondulée. C'est vraiment spécifique à cet art martial. Et il peut aussi être pratiqué de façon beaucoup plus rituelle, comme une chorégraphie avec un orchestre, etc. Donc, pas vraiment un combat. Aux Philippines, donc cet archipel de plus de 7000 îles que j'ai eu la chance d'ailleurs de un peu connaître parce que j'y ai travaillé quelques mois. Là, j'ai trouvé ça très rigolo parce que c'est un art martial qui s'appelle le harnis. Et ce qui est marrant, c'est que les Philippines ont vraiment réussi à intégrer différentes cultures puisque c'est un pays qui a été colonisé par les Espagnols. Et donc, on retrouve dans le harnis à la fois les wushu chinois, donc rappelez-vous, c'est tout ce qui est kung-fu, les silos malais, donc c'est ce que je viens de dire sur le pencaxilat, c'est donc toute cette art martiale d'autodéfense à main nue ou avec ce couteau à lame ondulée, et l'escrime espagnol, puisqu'ils ont été colonisés par les Espagnols. Et donc, ce qui est assez spectaculaire et vraiment typique de là-bas, ce sont des mouvements circulaires à double sabre. On continue au Vietnam, donc c'est le Viet Va Dao, qui est un art martial qui est assez récent. En fait, il a été créé en 1945, donc c'est vraiment 20e siècle, mais bien sûr, comme toujours, à partir des anciens arts martiaux vietnamiens, dont la lutte. Voilà, on retrouve la lutte qui est dans plusieurs de ces pays, et au Vietnam, ils se sont inspirés de la lutte. Donc, ça combine force et souplesse, et on utilise les pieds, les poings, les coudes, les genoux. Et la devise du Viet Va Dao, c'est la main d'acier et le cœur bon. J'ai trouvé ça assez joli. Pour finir, donc en Asie du Sud-Est, donc c'est le Laos, Thaïlande, Cambodge, Myanmar, on retrouve pas mal de boxe, le Muay Thai, Muay Lao, l'Aitway birman, le Kun Khmer. Les fans de ce type d'arts martiaux reconnaîtront. Ils viennent eux aussi d'anciennes techniques militaires qui étaient à main nue. Ils utilisent eux aussi les coups de pied, les coups de poing, les coups de coude et même les coups de tête. Donc ça ne doit pas faire du bien. Et puis, dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc en gros entre 1850 et 1900, l'influence de la boxe anglaise, en fait, a fait que ce type d'art martial a commencé à se pratiquer sur des rings avec des systèmes de reprise, hein, un peu comme des rounds, et puis surtout des gants à la place des bandages traditionnels. Donc voilà pour un grand tour de l'Asie, pas du monde, mais de l'Asie des arts martiaux. Et comme je l'ai déjà tout légèrement évoqué, les arts martiaux sont en adéquation totale avec la philosophie, la religion de cette Asie. Alors l'exposition propose plusieurs salles très intéressantes justement qui parlent de la religion bouddhiste. J'ai relevé quelques éléments importants. Pour tous ceux qui sont déjà allés au Japon ou même en Asie, vous avez dû remarquer qu'à l'entrée des temples, il y a toujours des espèces de gardiens à l'air très très méchants. Eh bien en fait, je ne le savais pas, mais pourquoi ils ont cette air-là? Parce que avant le bouddhisme, donc le bouddhisme, c'est arrivé il y a à peu près 2500 ans, donc pour se repérer, c'est à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est bien avant Jésus-Christ. Avant l'arrivée du bouddhisme, en fait, il y avait des démons dans la mythologie asiatique, il y avait des démons qui combattaient les dieux. Mais lorsque le bouddhisme est arrivé, ces démons ont arrêté de combattre les dieux et sont devenus au contraire des gardiens du temple de Bouddha, de l'enseignement de Bouddha. Donc c'est pour ça qu'ils ont cet air très méchant, c'est des anciens démons, mais pour autant, aujourd'hui, ils sont gentils puisqu'ils protègent le temple de Bouddha. Toujours dans cet univers des dieux, la deuxième chose que j'ai relevée, que j'ai trouvé vraiment assez sympa et que je voulais partager avec vous, c'est le dieu Vishnu, dont on entend souvent parler, qui est un dieu qui est très très puissant. Et en fait, chaque fois que le monde est menacé, il a la capacité de descendre sur Terre sous différentes formes. Et ces formes, on les appelle des avatars. Et donc moi, je ne savais pas du tout, mais en fait, avatar, moi je connaissais l'avatar sur Internet pour avoir notre petite photo ou notre petit dessin qui nous représente. Eh bien non, en fait, avatar, ça veut dire descente
Et en fait, ça vient de ces formes que prenait le dieu Vishnu pour pouvoir être sur Terre. Alors, il a pris plein de formes différentes, par exemple celle d'un poisson quand il devait aller chercher dans l'eau les premiers textes religieux indiens, ou alors celle d'un homme-lion lorsqu'il a dû tuer un démon qui était invincible. En fait, à chaque nouvelle descente, il prend une nouvelle forme. Ça me fait vraiment penser, nous, on a grandi avec la mythologie grecque puis romaine. Là, c'est vrai qu'on retrouve un peu toutes ces grandes histoires. Et donc, vous voyez sous les yeux 10 avatars de Vishnu qui sont sous forme de cartes à jouer. Donc, là, les cartes ressemblaient à ça. C'était à la fin du 19e siècle. Ce qui est sûr, c'est que tous les combattants en arts martiaux ont vraiment intégré à leur pratique toutes ces philosophies religieuses qui pourtant, elles, sont totalement opposées à toute forme de violence, mais ce n'est pas contradictoire, ils les intègrent. Et en fait, ils arrivent, les écoles martiales arrivent vraiment à transcender en fait toute cette activité physique pour en faire une voie d'accès à l'éveil bouddhique, ce qui est ce que recherche tout bouddhiste, c'est cet éveil. Et du coup, la légende des maîtres des arts martiaux, en fait, elle est tout autant importante, elle se mélange avec celle des grandes figures religieuses. Finalement, un moine bouddhiste qui va atteindre l'éveil, c'est comme un grand samouraï qui atteint l'éveil. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, c'est assez marquant. Ici, vous voyez Bodhidharma. Alors, normalement, sur cette statuette, essayez de trouver, il y a 2 indices qui peuvent vous dire qui était Bodhidharma. Alors, je vous laisse un petit peu regarder. Il a le crâne rasé, il a un manteau très particulier, et bien, ça veut dire qu'il s'agit d'un moine. Et en fait, d'après la légende, Bodhidharma, qu'on appelle aussi Damo, Damo a voyagé de l'Inde jusqu'en Chine, puis il a médité face au mur d'une grotte pendant 9 ans, et c'est après ces 9 ans de méditation dans sa grotte qu'il a fondé le fameux temple Shaolin. Et donc, dans ce temple Shaolin, il a transmis son savoir aux moines afin que les moines puissent défendre ce temple contre les brigands grâce à des techniques de combat, grâce aux arts martiaux. Ce temple Shaolin a été créé en 495 après Jésus-Christ, bien sûr. Alors personnellement, moi, je suis toujours très, très intriguée, même si je commence légèrement à percevoir pourquoi et comment, mais je suis toujours très intriguée de ces histoires de personnages emblématiques qui arrivent à développer leur capacité de combat uniquement par la méditation ou l'isolement. Là, en gros, on a quand même un moine qui est resté à méditer 9 ans face à un mur et après qui arrive à créer le temple Shaolin, qui est vraiment peut-être le plus connu en art martial. C'est quand même, pour moi, c'est surprenant. Et je vous parlerai tout à l'heure du samouraï Musashi, mais c'est pareil, Musashi, il a passé le plus clair de son temps en isolement, dans la forêt, seul. Et c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand samouraï que le Japon ait connu. Donc, c'est vrai que je suis toujours un peu surprise de voir comment on peut... Enfin, moi, personnellement, je me dis que si je restais des années dans une forêt, je ne suis pas sûre que je reviendrais super compétente sur un tapis de judo. Mais néanmoins, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je commence très légèrement à percevoir pourquoi et comment. On pourra en parler une autre fois. Enfin, pour l'instant, je reviens à notre temple Shaolin, qui au départ était vraiment l'allié de l'Empire. Donc, c'était l'Empire des Ming. C'est à peu près un peu avant 1400 jusqu'à 1650, grosso modo. Donc là, ils étaient vraiment alliés avec l'Empire pendant donc à peu près 250 ans. Et puis ensuite, le temple Shaolin entre en rébellion contre les Qing, donc qui est le nouveau pouvoir d'origine mandchoue. Donc pour les Shaolin, c'était d'origine étrangère qui prend le pouvoir. Et donc là, le temple Shaolin vraiment entre en rébellion de 1600, toujours à peu près 50, à 1900 et quelques, donc à nouveau pendant 250 ans. Il y a encore une chose qui m'a beaucoup marqué sur Damo, Bodhidharma, rappelez-vous, le fondateur de ce moine qui a médité face au mur de la grotte et qui a créé le temple Shaolin, c'est que c'est lui aussi le fondateur du bouddhisme Shan, ou, donc ça c'est en chinois, mais nous on le connaît sous son nom japonais, le Zen. Et donc, le zen, plutôt que l'étude des textes, comme on verra peut-être plus en Chine ou en Inde, le zen, lui, privilégie vraiment la pratique de la méditation sous la conduite d'un maître, pas tout seul. Et du coup, ce zen, c'est vraiment quelque chose de très, très important. On va le voir pour les samouraïs et pour encore d'autres écoles d'arts martiaux, parce que c'est ce qui va permettre aux guerriers d'avoir une certaine, on va dire, philosophie de détachement face à la mort. Et quand on est guerrier, évidemment, c'est important. Alors, ce moine Damo est très souvent représenté sous cette figurine, juste une tête comme ça rouge, qui est très très connue. En tout cas, au Japon, il y en a partout. Eh bien, c'est le fameux moine fondateur, donc Damo, fondateur du Zen. Et pour petite anecdote, quand j'étais au Japon, c'est là où je l'ai appris, très souvent, cette petite figurine est vendue avec les yeux tout blancs, ils ne sont pas colorés, et on l'offre à quelqu'un, ça, c'est un porte-bonheur. Et donc, la personne qui le reçoit, quand elle le reçoit, elle fait un vœu en coloriant un premier œil. Et puis, lorsque son vœu est réalisé, elle peut colorier le deuxième œil.
Le musée est aussi très généreux en objets. Alors, vous en ai sélectionné 2 ou 3 parce que je les trouvais très intéressants, mais il y a vraiment plein d'objets et à chaque fois des belles explications. Donc, par exemple, sur ce premier objet, qui pourrait deviner ce que c'est? Est-ce qu'à votre avis, c'est un chapeau, c'est un instrument pour la cuisine, comme par exemple un grand plat, ou un bouclier? Alors, comme on est dans les arts martiaux, vous l'avez peut-être deviné, c'est un bouclier. Il y avait même un tigre une tête de tigre qui était dessinée dessus, on la voit assez peu. Mais ce qui m'a énormément surprise, c'est que c'est un bouclier qui est tressé en lanière de bambou. Et pour autant, eh ben, ça suffit largement à résister aux coups d'épée. Donc, comme quoi, il n'y avait pas besoin de ferraille, juste des bambous bien tressés, ça servait de bouclier. Ensuite, cette tenue, c'est celle que portait l'empereur pour inspecter les armées avant et après les batailles, ainsi que lors de ce qu'ils appelaient la grande revue des troupes qui avait lieu tous les 3 ans. Et quand on regarde toutes ces tenues de très près, on voit vraiment la finesse, vraiment le raffinement avec lequel c'est brodé fil après fil. C'est absolument magnifique. Toujours dans les objets ou les représentations, je vous avais dit qu'il y avait un fort lien, les arts martiaux étaient vraiment liés avec la santé. Et donc, il y a toute une salle qui est liée à ça qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Ici, vous voyez, c'est tous les points d'acupuncture. Ce sont des points que la médecine chinoise considère comme des portes d'entrée ou de sortie d'énergie à travers le corps. Et donc, l'acupuncture, c'est on plante des petites aiguilles pile poil sur ces points, ce qui doit améliorer notre circulation de l'énergie. Mais ce qui est vraiment intéressant, parce que c'est autant la médecine chinoise que finalement les arts martiaux, c'est cette idée que le corps, notre corps humain et l'univers sont liés, ne sont pas indépendants. On n'est pas tout seul, notre corps, à se promener dans un univers qui n'est pas nous. On est vraiment liés l'un l'autre. Et donc, si l'équilibre est là dans notre corps, alors on peut avoir une longue vie. La respiration est vraiment au centre de toutes ces pratiques et toute cette approche du corps humain et de la santé, parce qu'on considère que la respiration, c'est exactement ce qui fait le lien entre justement notre corps et la nature et l'univers. C'est ce qui rentre et c'est ce qui sort. C'est vraiment un souffle vital qui anime autant notre corps que tous les éléments du monde. Ici, j'ai choisi de prendre en photo une reproduction d'une bannière peinte sur soie. C'est en Chine, en 150 avant Jésus-Christ. Et là, sur cette bannière, eh bien, en fait, c'est tout simplement de la gymnastique faite toujours dans la recherche de la longévité, de vivre plus longtemps en meilleure santé. Et ces mouvements de gymnastique sont inspirés, je vous le donne en mille, de mouvements d'animaux. Je vous le disais que c'était beaucoup lié à la nature. Ben voilà, ils se sont inspirés des mouvements d'animaux, donc le singe, le dragon, la tortue, etc. Et ça donne ces mouvements-là. Et d'ailleurs, le Qigong, pour ceux qui connaissent, vient de ce type de gymnastique chinoise. Aujourd'hui, tous les arts martiaux se servent aussi de ces mouvements-là, au moins comme des exercices préparatoires, si ce n'est dans les enchaînements de techniques. Et d'ailleurs, alors le musée n'en parle pas du tout, mais à titre personnel, j'ai envie de faire le lien avec le taïso. Le taïso, qui est une pratique au Japon qui n'est pas du tout réservée au dojo, à la salle de sport le soir, mais qui se pratique même pour beaucoup de Japonais tous les matins, un quart d'heure ou une demi-heure avant de commencer la journée. Eh bien, le taïso, c'est ce type de mouvement gymnique. Évidemment, je pense aussi au yoga. Alors ça, c'est des choses dont le musée ne parle pas, mais je trouve qu'on peut facilement en faire le lien. Pour finir, dernier objet que j'avais envie de partager avec vous, le sommet des 10 000 Bouddhas. Alors là, j'ai envie de vous lire le texte qui a été écrit pour les enfants, parce que vraiment, je l'ai trouvé très, très bien fait. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse. Le musée accompagne les enfants avec des descriptions juste pour eux tout au long du musée. C'est super bien fait. Et d'ailleurs, personnellement, en tant qu'adulte, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire les petites pancartes pour les enfants. Donc, je vais vous lire celle qui accompagne cette très belle œuvre. Ce paysage de montagne et d'eau est comme un voyage. Il faut d'abord traverser la forêt de pins, puis se perdre dans la brume. Savais-tu que les pins ne perdent jamais leurs épines? Ils sont un symbole de longue vie en bonne santé. As-tu remarqué que les pins sont remplis d'encre et que les nuages sont vides et sans contour? Les paysages de la peinture chinoise représentent un équilibre des éléments opposés, plein-vide, solide-liquide, mobile-immobile. Si tu as encore assez d'énergie, suis le chemin jusqu'au sommet pour contempler ce grand ciel gris. Peindre, c'est un peu comme pratiquer un art martial. On observe et on capte l'énergie et le souffle vital. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette description et elle m'a d'autant plus parlé que ça parle des équilibres des éléments opposés, plein, vide, solide, liquide, etc. Et moi, dans ma pratique de la dépolarisation, donc qui est une certaine approche de la préparation mentale qui est très, très spécifique, on est justement sur ces éléments opposés, l'équilibre de ces éléments opposés, gagner, perdre, être fier,
être déçu, etc., etc. Maintenant, je vais vous parler de toutes les histoires les plus célèbres que le musée présente. Alors bien sûr, je ne vais pas toutes les présenter, ce serait beaucoup trop long et puis le but c'est d'aller voir l'exposition, mais celles qui m'ont le plus plu, que j'ai le plus retenu. D'ailleurs, au passage, ça m'a tellement plu, toutes ces histoires, que j'ai acheté 2 livres qui en parlent. Je suis en train de lire le premier avec des petits contes qui est super bien fait. Je vous prépare une vidéo sur ce livre, parce que vraiment, j'aime beaucoup en tant que judoka, je trouve que c'est hyper parlant. Et sur le deuxième livre aussi, mais là, il est un peu plus gros, donc la vidéo sortira un peu plus tard. Petite parenthèse, je rappelle que si vous aimez cette vidéo et que vous ne voulez pas rater les suivantes, justement, pensez à vous abonner. Et comme je le dis toujours, c'est aussi une façon de me soutenir et de m'encourager à continuer à faire ces vidéos. Mais je reviens à nos histoires. Le voyage vers l'Ouest, un grand classique de la littérature chinoise apparemment, qui a été écrit dans les années 1500 et qui raconte le périple d'un moine de Chine jusqu'en Inde. Donc, c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait Damo qui est allé de l'Inde à la Chine. Et là, cette fois-ci, c'est un moine qui va de Chine jusqu'en Inde à la recherche des textes bouddhiques. Et évidemment, vous le devinez, vu que c'est une grande épopée, son voyage est parsemé de démons, mais 4 de ces démons deviennent des alliés et des fervents défenseurs du bouddhisme. Alors, réfléchissez, au moins tous ceux qui ont connu les années 80, est-ce que ça ne vous dit rien, un personnage qui est accompagné de 4 démons devenus héros? Eh bien, oui, c'est ce qui a inspiré Dragon Ball. Alors en fait, cette histoire, le voyage vers l'Ouest, a inspiré une quantité d'opéras, d'histoires, même de films et de dessins animés, etc., de livres, de peintures, tout ça, tellement elle est populaire en Chine. Mais Dragon Ball Z, ça vient de cette histoire. Et les 4 démons qui sont devenus héros sont donc le roi singe, le cheval dragon blanc, le cochon et un bonze des sables. Une autre histoire qui m'a marquée, c'est Au bord de l'eau, qui est l'histoire d'une bande d'insurgés qui se dressent contre l'injustice et les puissants corrompus. Il y a beaucoup de versions qui ont existé, mais la plus populaire, c'est une version du XVIIe siècle, dans laquelle il y a 800 brigands. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que c'est une version qui a été plusieurs fois interdite. Alors, j'imagine que c'est parce que ces 800 brigands étaient contre les puissants et les corrompus, mais j'ai trouvé ça assez marrant de savoir que ça avait été carrément censuré. Au point que l'auteur de cette version très populaire, qui s'appelle Shen Tang, a même été décapité lorsqu'il a réellement manifesté. Donc là, ce n'était pas dans son histoire, c'était en vrai. Il est vraiment allé manifester contre un préfet véreux et il a été décapité. Aujourd'hui, donc des films, des opéras ont été montés autour de cette histoire, dont La Légende du lac en 1972, qui est assez connue et ça m'a bien donné envie d'aller la voir. Dernier exemple, il y a Les Griffes de Jade. Donc, je vous lis le petit résumé qui m'a fait sourire. Il existe bien une position du chat dans les arts martiaux où le combattant se tient sur une jambe prêt à frapper. Nos 2 héroïnes étudient cependant la faculté des félins à retomber sur leurs pattes. Pour vaincre le démon noir aux griffes de jade qui catapulte ses ennemis en l'air, elles doivent maîtriser l'équilibre. Donc ça, je me suis dit qu'en tant que judoka, j'allais peut-être un petit peu étudier les positions des chats. Et le deuxième exemple, c'est la menthe religieuse en 1978. Le Tanglangquan ou boxe de la menthe religieuse aurait été théorisé par un nommé Wong Long. Plus chétif que ses camarades, il aurait observé le combat d'une menthe religieuse et d'une sauterelle. Donc là encore, on retrouve cette inspiration des animaux. Mais on découvre grâce à cette exposition que ça va bien plus loin que de simplement être inspiré par les animaux, puisqu'on fait même combattre les animaux entre eux. Et là, vous voyez des petites tombes pour criquets, puisque l'élevage de criquets combattants est attesté en Chine depuis plus de 1000 ans. Et donc apparemment, moi je ne savais pas du tout, les criquets sont naturellement agressifs, les mâles vraiment s'affrontent sévèrement, donc les parieurs, les joueurs organisent des petits combats de criquets dans des petites arènes aménagées pour ça. Les criquets champions sont considérés comme des réincarnations de héros militaires et ils sont enterrés dans des cercueils miniatures, honorés vraiment comme des ancêtres. Donc il y a vraiment un très très fort lien à la nature, aux animaux. C'est vraiment marquant. Je vous donne ici un exemple de grandes fresques qu'on retrouve dans le musée. C'est des fresques temporelles que j'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment comment les choses ont évolué petit à petit et le fil rouge qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Et vous verrez que pour le judo, c'est assez passionnant. Et tout ce que je vous raconte là, on va bientôt arriver bien sûr au judo, mais tout ce que je vous raconte là, je trouve ça très très fort parce qu'en fait, on se situe dans un univers asiatique. Et vraiment, Jigoro Kano, il est né dans cet univers avec toutes ces centaines, ces milliers d'années derrière lui qui ont façonné la culture dans laquelle il grandit. Et on comprend aussi vraiment plus comment il a été amené à créer le judo. Si on en arrive à notre siècle, eh bien, au début du XXe siècle,
Les wushu, donc rappelez-vous, hein, c'est tous les kung-fu, comptent plus d'une centaine d'écoles et font déjà partie de la formation des acteurs de l'opéra de Pékin. Donc le cinéma n'existe pas encore, mais déjà à Pékin, dans les opéras, les acteurs sont formés au kung-fu, au wushu. En 1956 est créée la société de production et de distribution de films, donc une boîte de cinéma, hein, qui s'appelle Shaw Brothers à Hong Kong. Et là, en fait, cette société, Shaw Brothers, des années 60 aux années 80, domine complètement l'industrie du cinéma à Hong Kong, prend exactement le même modèle qu'à Hollywood, c'est-à-dire qu'ils construisent leurs propres décors avec des ponts, des citadelles, des tavernes, tout ce que vous voulez. Et les acteurs et les techniciens logent sur place. Il y avait parfois jusqu'à 7 films tournés en même temps. Tous les acteurs, les techniciens, tout ça travaillait vraiment beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est que apparemment c'était sous l'œil du maître dont la villa surplombait les studios pour surveiller ce qui s'y passait. Et c'est en plus toute l'époque où, autour de ces jeunes prodiges acteurs, hein, qui sont acteurs et qui sont en contrat avec cette société Shaw Brothers, cette société de cinéma, autour d'eux, il y a toute une industrie qui se développe avec vraiment un star system qui est hallucinant, où on va reproduire les acteurs sur des disques, des posters, des revues de cinéma. Il y a toute cette industrie qui se construit autour du film en tant que tel. Cependant, il y en a un qui a été le plus du plus célèbre et qui a quasiment une aura divine, c'est Bruce Lee. Et lui, il travaille pour une société de cinéma qui est concurrente à Shaw Brothers et qui s'appelle la Golden Harvest. Alors, parlons un peu de Bruce Lee. Évidemment, l'exposition lui consacre vraiment une très belle salle. Je ne vais pas ici refaire toute sa vie et tout ce que l'exposition nous raconte. Mais moi, ce qui m'a énormément marqué, c'est que personnellement, je n'ai pas vu de film de Bruce Lee. J'ai bien envie d'en voir un maintenant. Cela dit, je le connais quand même. Il est tellement connu. Et j'étais très surprise de savoir d'abord qu'il est mort à 33 ans, donc très jeune. Il est né en 1940, mort en 1973, et qu'il a eu le temps de ne tourner que 5 films. En fait, toute la carrière de Bruce Lee se résume en 5 films. Et je trouve ça hallucinant de ce statut mythique qu'il a réussi à créer autour de lui, vénéré vraiment dans toute l'Asie et plus généralement dans le monde entier, à partir de 5 films. Je trouve que c'est assez fou. Cela dit, l'exposition nous l'explique beaucoup. C'est aussi toute l'iconographie qu'il y a eu autour de ces films. Donc, comme je le disais, hein, les magazines, les posters, etc., qui a beaucoup contribué à sa célébrité. Petit clin d'œil à tous nos adeptes de la préparation physique. Voilà Bruce Lee qui fait des pompes sur juste 2 doigts ou même sur les pouces. Mais les fans de Bruce Lee doivent bien savoir déjà tout ce qu'il faisait d'incroyable. Nous voilà, j'ai presque envie de dire enfin, à toute la partie du musée consacrée au Japon. Alors là, c'est pareil, je vais faire juste quelques coups de lumière sur certains éléments, mais c'est vraiment superbe. Là, cette partie du musée est superbe. Ce qui se passe et ce que j'ai trouvé intéressant à relire, parce que je pense que c'est très important, c'est qu'au Japon, et ça va être pareil hein, dans d'autres pays d'Asie, mais là, je prends l'exemple du Japon, en 1185, c'est un gouvernement militaire qui arrive au pouvoir. En fait, l'empereur, il sert presque à rien. C'est vraiment les militaires qui gouvernent. Et du coup, on comprend que les bushi, donc les guerriers, sont autant des guerriers que des politiques. Et ça, je trouve que c'est très important parce que forcément, en tant que politique, pour eux, c'est important de développer une culture lettrée, voilà, d'être cultivés, artistique, religieuse, philosophique. Ils ont tout un rôle à jouer dans la société qui dépasse bien largement juste l'art de la guerre. Donc, c'est une chose qui est très importante, à mon avis, pour comprendre aussi pourquoi il y a une telle place des arts martiaux dans ces cultures-là. Et l'autre chose que ça explique, c'est pourquoi la guerre, je me suis toujours un peu posé cette question, parce que parfois, j'essaye de comparer à ce qu'on connaît, nous, en Occident, nos escrimeurs, d'Artagnan, compagnie. Et je me suis dit, pourquoi au Japon et dans les autres pays d'Asie, l'art de la guerre est aussi raffiné? Je pense que c'est vraiment lié à ça, c'est que le raffinement des armes, des habits de guerrier, des armures, de tout ce que le guerrier avait, ça reflétait aussi son niveau de pouvoir, quelle élite il était dans la politique, dans la société. Donc les deux étaient intrinsèquement liés. Ensuite, c'est à partir de 1600 qu'arrive la figure du samouraï, celle que l'on connaît, celle qui correspond à notre imaginaire. Donc l'homme d'épée et d'esprit, voilà, qui est loyal jusqu'à la mort à cette voie du guerrier. Donc le bushido. Bushido, on reconnaît toujours do pour la voie, comme le judo. Et puis bushi, guerrier. Donc le bushido, voie du guerrier. Même si, je le précise parce que c'est à mon avis très intéressant, les samouraïs, il n'y avait pas encore vraiment le sabre.
Les samouraïs, c'était vraiment des combattants qui combattaient avec des arcs ou sur leurs chevaux avec des lances, des fantassins en fait. Ceux qui avaient un arc qui était environ d'une longueur de 2 mètres en bambou japonais, on raconte qu'ils devaient s'exercer à tirer 1000 flèches par jour. Et d'ailleurs, c'est ce qui va donner en 1920 le Kyudo. Donc, certains connaissent peut-être cet art martial. C'est vraiment considéré comme un art martial, le tir à l'arc. Et on retrouve tous les ingrédients d'un art martial, en fait, la recherche de la perfection du geste, le contrôle du souffle vital, cette philosophie du bouddhisme zen, etc. Le sabre, lui, ne devient l'emblème du samouraï qu'un peu plus tard, puisque c'est au moment où finalement le Japon connaît une période relativement pacifique. Il n'y a plus du tout toutes ces guerres toutes ces guerres féodales entre régions. Donc, c'est toute l'époque d'Edo, 17e, 18e, 19e siècle. Et c'est à ce moment-là que le sabre devient l'emblème du samouraï. Donc, on a le tachi. Vous savez qu'il y a différents types de sabres. Le tachi, c'est le sabre long, donc qui était plutôt utilisé par les cavaliers, ceux qui étaient à cheval. Et puis le katana, qui est plus court pour quand on est en combat au sol, sur terre. Alors bien sûr, comme c'est une période où le Japon est plus en paix, il y a beaucoup moins, voire pas de combat, l'élite militaire qui est au pouvoir cherche quand même à valoriser son côté martial, même s'il n'a plus l'occasion de combattre, il faut quand même qu'il justifie un petit peu son côté militaire et de combat. Et c'est comme ça qu'ils se mettent à transmettre leurs techniques de combat en renforçant vraiment les dimensions théoriques et philosophiques, puisqu'il y a donc plus de champs de bataille. Et ces techniques de guerre qu'on appelle les bujutsu. Donc là, si vous écoutez bien, on reconnaît Bu comme Bushi pour guerrier. Et Jutsu, c'est le même Jutsu que Jujitsu. Jujutsu, donc les techniques de souplesse. Ju, la souplesse, comme judo. Jutsu, c'est la technique. Donc les Bujutsu, c'était vraiment les techniques de guerre. Et là, on est vraiment dans l'aspect technique. C'est Jigoro Kano qui va le premier, et ça peut-être que vous le savez déjà, vouloir sortir de cet aspect purement technique de combat pour aller quelque part plus loin, s'élever davantage et aller vers plus un esprit d'éducation, de voie plus générale. Et c'est pour ça qu'il retire le mot jutsu, qui veut dire technique, pour le remplacer par do, qui veut dire la voie. Donc, c'est plus jujitsu, c'est judo, la voie de la souplesse. Alors, on reviendra à Jigoro Kano juste après, mais il est difficile de parler du Japon sans parler des mangas. Et d'autant plus que les mangas sont généralement une littérature, en tout cas des écrits, des dessins qui se nourrit énormément des arts martiaux. Alors, pour les mangas, j'ai retenu une seule chose que je partage avec vous, c'est l'auteur Hiroshi Hirata, que moi, personnellement, je ne connaissais pas et que j'ai vraiment envie d'aller découvrir, parce qu'apparemment, il est très admiré par les historiens pour la précision de ce qu'il faisait. Ensuite, c'était aussi un maître calligraphe de renom. Je trouvais ça intéressant. Et puis finalement, là, ce qui m'attire pas mal, c'est que apparemment, en plus des histoires épiques et impressionnantes de tous ces guerriers, il dépeint vraiment la vie quotidienne de ces guerriers qui est tourmentée par le sens du devoir. Et ça, voilà, ce côté vie quotidienne, un petit peu tourmenté, un petit peu dans l'esprit des samouraïs m'attire beaucoup. Alors bien sûr, les samouraïs ont aussi tout leur lot d'histoires. L'une des plus célèbres est celle des 47 Ronins, que j'espère vous raconter en vidéo puisque j'ai donc acheté le livre au musée. Un Ronin, c'est donc un samouraï qui est sans maître, du coup sans guerre, sans rien à défendre. Ça veut dire littéralement homme vague. Et en fait, à l'origine, d'ailleurs, ça ne concernait pas forcément que les samouraïs, ça concernait n'importe qui avait rompu avec son seigneur. Mais ensuite, avec le temps, c'est vraiment devenu spécifique aux samouraïs qui n'avaient plus de maître. Alors, mon histoire préférée de très très loin parmi ces différents Ronins, c'est pas celle des 47 Ronins que j'ai pas encore lu, mais c'est celle de Miyamoto Musashi. Là aussi, il faudrait que je vous fasse une vidéo, mais pour vous dire juste quelques mots sur cette histoire, Musashi, c'est l'un des plus grands samouraïs de l'histoire du Japon, si ce n'est le plus grand, je ne sais pas, qui a vraiment existé durant le XVIIe siècle et qui est connu pour sa technique aux deux sabres qu'il a lui-même inventé. Et Musashi a aussi pu laisser quelques écrits, comme le traité des synchros. Donc ça, c'est un petit livre que j'ai lu qui est très intéressant, même s'il n'est pas toujours simple à comprendre. À mon avis, il faut le lire plusieurs fois et à différentes périodes de sa vie. Mais Musashi a pu laisser des écrits. Alors, en attendant, en tout cas, une vidéo sur Musashi, que vraiment, il a mon coup de cœur de loin et devant tous, vous pouvez retrouver son histoire dans le très célèbre livre La pierre et le sabre. C'est vraiment un roman, mais déjà pour nous passionnant. Moi, j'ai passé 3 nuits blanches à le lire, mais au Japon, c'est comme les Trois Mousquetaires, hein. Ça a vraiment le même statut, c'est tellement connu au Japon. Donc voilà, je vous le conseille, je vous assure que vous ne le regretterez pas.
Et pour finir, dans les grandes histoires liées aux samouraïs qui sont présentées, eh bien, je finis avec notre judo, avec un film que vraiment je vous recommande, mais 1000 fois, qu'il faut absolument voir. C'est La légende du grand judo. Ça se passe en 1882, donc c'est l'année où Jigoro Kano a créé le judo. Et dans ce film, qui évidemment, c'est un roman, c'est une fiction, mais qui est fortement inspiré de faits réels et de l'histoire du judo, il y a le protagoniste principal s'appelle Sanshiro Sugata, que j'adore absolument. Donc, Sanshiro Sugata veut apprendre le jiu-jitsu, sauf que lorsqu'il rencontre des pratiquants de jiu-jitsu, il s'aperçoit que ces pratiquants se moquent avec mépris d'une nouvelle technique qui s'appellerait le judo. Et le soir même, ou presque, il voit sur un quai un homme gagner haut la main un duel. Et lorsqu'il se renseigne un peu de qui il est, il apprend que c'est le fondateur du judo. Donc, à partir de là, il fait tout pour entrer dans cette nouvelle école de judo et il passe par différentes épreuves. Il en apprend beaucoup, beaucoup. Donc là, je ne vais pas vous raconter tout ce grand film, mais c'est une histoire longue qui est pleine de surprises, qui a aussi été censurée de 17 minutes. On n'a jamais retrouvé la partie coupée par la censure japonaise parce qu'apparemment, ça aurait été trop sentimental, occidental. Donc, il manque 17 minutes au film, mais ça n'empêche pas du tout de se régaler devant ce film et je vous le conseille vraiment. Alors, je finis par un tout petit bout d'un des textes de l'expo, que je trouve que c'est pas mal de finir avec ça. Donc, à partir de 1895, donc déjà 13 ans après la création du judo, les disciplines martiales au Japon sont regroupées en sections sous l'égide de l'Association de la vertu martiale du Grand Japon, patronnée par l'empereur. Désormais appelés Budo, les arts martiaux deviennent un patrimoine national promu pour ses vertus éducatives et sociales. Do forme le suffixe des noms des différentes disciplines à partir du Dao chinois, qui veut dire principe universel, et possède à la fois le sens du domaine et de la voie. Les budo sont donc le domaine martial autant que le chemin qui y mène. Et donc voilà, je conclus ce bref exposé sur cette exposition avec cette, on va dire, cette renaissance. D'ailleurs, c'est le titre de l'une des salles, la renaissance des arts martiaux. C'est vraiment ça, en fait. Comment, dans un monde où les arts martiaux n'ont plus d'utilité pour des guerres concrètes où on tue des gens, comment les arts martiaux sont vécus et évoluent. Donc, je remercie à titre personnel vraiment le musée du Quai Branly, tous les créateurs de cette exposition qui est vraiment très, très belle, qui nous donne énormément de choses à apprendre, énormément de choses aussi à aller approfondir. Ça ouvre plein de portes. C'est une très belle fresque, j'ai envie de dire, à la fois géographique sur toute l'Asie, autant qu'une fresque chronologique, depuis moins de 2500 ans à l'arrivée de Bouddha, même encore avant, jusqu'à aujourd'hui. Je remercie aussi du coup Clarissa Afganenou, qui est la marraine de cette exposition et qui a prêté pour l'occasion sa médaille d'un de ces championnats du monde. Donc j'ai pu voir cette médaille de très près, elle est très belle et très grosse. Donc merci à elle aussi d'être présente sur ce type de proposition culturelle, historique, très intéressante, très enrichissante. Je trouve que c'est une belle promotion de notre pratique et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos culturelles. Au risque de me répéter, pensez à vous abonner. J'ai envie et j'ai besoin de développer cette chaîne, de la faire plus connaître et de continuer à faire davantage de vidéos. Vous pouvez aussi retrouver Secret Judoka sur Facebook, sur le blog. De toute façon, c'est facile. Vous tapez toujours Secret Judoka. Il y a un podcast, des articles. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Et je vous dis à très bientôt.